Les fondations de la société russe se fissurent aujourd'hui, et Poutine est forcé de se cacher derrière un mensonge vieux de 400 ans. L'effondrement économique de la Russie devient désormais indéniable. 6 régions russes sont au bord de l'effondrement budgétaire. Des villes sont littéralement noyées sous les eaux usées humaines. Et la Russie n'a pas d'argent pour résoudre ces problèmes, car 40% du budget fédéral est consacré à l'opération militaire spéciale. Pour aggraver la situation, l'Union européenne vient d'imposer son 19e paquet de sanctions. L'UE a interdit les importations de gaz liquéfié et les exportations de toilettes. Je ne plaisante pas. La seule défense de Poutine face à tout cela repose sur le mythe du « bon sard, mauvais boyard ». Tout ce qui va bien en Russie est de son fait, mais tous les échecs systémiques sont imputés aux politiciens corrompus sous ses ordres. Ce mensonge est répété inlassablement à la télévision russe. En réalité, notre État est faible. Il est faible. Il a été conçu pour être faible. Il a été créé dans les années 1990 de manière à ce qu'un oligarque ou une personne influente puisse déterminer comment l'État continuerait à fonctionner. Naturellement, cet État faible doit maintenant être renforcé. D'une certaine manière, il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de la guerre. Ce n'est pas un État faible, mais une construction faible, son architecture même. Nous avons un pouvoir présidentiel fort, c'est là où je veux en venir. L'État sur lequel repose ce pouvoir, cette structure, cette base, est faible. Lorsqu'un grand nombre d'ordres du président sont ignorés parce que les fonctionnaires trouvent plus facile de ne rien faire, sachant que l'inaction, comme pour les raffineries de pétrole et autres, n'a pas de conséquences. Exactement. L'État ne peut rien faire, car il n'a pas de mécanisme pour obliger ses fonctionnaires à agir. C'est encore plus effrayant que cela. Dans les années 1990, nous l'avons construit de telle manière que des vides de responsabilité ont été créés, où il n'y a tout simplement personne de responsable. Nous pensons encore que les ministères gèrent les secteurs dont ils portent le nom, mais ce n'est même pas proche de la réalité. Les politiciens russes feraient mieux de se méfier, car la télévision du Kremlin reçoit ses consignes directement du Kremlin. En ce moment, Poutine accuse simplement les politiciens. Bientôt, il commencera à punir tout le monde pour ses propres échecs. Vous voyez, la situation en Russie devient si grave que même la propagande d'État ne peut l'ignorer. Ils doivent donc en parler, car c'est omniprésent. Cela signifie qu'ils vont devoir offrir quelqu'un au public à blâmer. Ce ne sera pas Poutine. Regardez ce que disent les médias d'État sur l'économie russe. Le journal publie également les résultats d'un nouveau sondage qui montre un changement notable dans l'humeur et les attentes du public russe. Voici plus de détails sur ce sondage. Le journal indique qu'aujourd'hui, moins d'un tiers des Russes, soit 27%, espèrent que la vie s'améliorera dans le pays au cours des 6 à 12 prochains mois. En avril dernier, ce chiffre était de 39%. Le journal Commerçant se concentre également sur l'économie. En première page, cette histoire. La demande pour les produits laitiers diminue, en particulier pour la margarine et le beurre. Cela est principalement dû à une hausse notable des prix en raison de l'inflation et de la pression des coûts et du chiffre d'affaires. Le budget fédéral pour 2026 a passé sa première lecture au Parlement russe, à la Douma. Cela augmente la TVA de 20% à 22%. Et regardez ces chiffres. Les dépenses pour la défense nationale représentent 29% des dépenses fédérales totales dans le nouveau budget. Les dépenses pour la sécurité nationale représentent 9% des dépenses fédérales totales. Cela signifie que 38% des dépenses du nouveau budget sont consacrées à la défense et à la sécurité. 63% des Russes ne sont pas satisfaits. Vous pouvez parier que des purges arriveront bientôt. Peut-être même une grande purge 2.0. Ce n'est que ce dont parlent les médias d'État. Mais si nous creusons un peu plus dans ce que les médias ne rapportent pas, nous découvrons que la situation est vraiment désastreuse. 6 régions russes ont épuisé toutes leurs réserves et sont au bord de l'effondrement budgétaire. Quand je dis qu'elles sont au bord, je le pense vraiment. Ce n'est pas du sensationnalisme. Ces 6 régions ont moins de 1% de leur budget annuel sur leur compte bancaire, ce qui signifie qu'elles peuvent couvrir environ 2 à 3 jours de dépenses avant d'être complètement à sec. Ce type de crise budgétaire a conduit à des coupes dans les dépenses, et les rues de certaines villes ne sont pas belles à voir à cause de cela. Une ville russe est littéralement noyée sous les déchets humains en raison de l'échec du système d'égout. Il est usé et n'a pas été remplacé ni réparé faute de financement. C'est là que je veux rappeler à tout le monde que 40% du budget fédéral russe est consacré à tuer des Ukrainiens en Ukraine. Pendant ce temps, voilà à quoi ressemblent les villes russes. On ne pourrait pas avoir un meilleur symbole de la mauvaise gestion de Poutine. Lorsque vous voyez des choses comme ça, vous réalisez que le gouvernement doit faire quelque chose. Mais le problème est qu'ils ont déjà augmenté les impôts à plusieurs reprises. Maintenant, ils en sont littéralement à mendier de l'argent.
Le vice-ministre des Finances a appelé les Russes à prêter leurs économies au gouvernement. Des situations comme celle-ci sont exactement la raison pour laquelle Poutine met déjà en place ce récit selon lequel tout ce qui se passe en Russie n'est pas de sa faute. Ce sont les gens sous ses ordres qui sont corrompus et ne l'écoutent pas. Parce que, voyez-vous, les problèmes externes, Poutine peut les imputer à l'OTAN, à l'Ukraine, mais les problèmes internes, il ne peut pas les attribuer à un adversaire étranger. Il doit donc donner aux Russes quelqu'un à haïr. Ce ne sera certainement pas lui. Il va leur donner d'autres politiciens. Et vous voyez, il est très doué pour créer cette histoire en miroir où les gens prêtent attention à tout, sauf à lui, ce qui le fait paraître sous un bon jour. Regardez un autre exemple de la manière dont il ment en utilisant des statistiques. Et avant d'en arriver là, permettez-moi de rappeler à tout le monde que Poutine a 56 ans. Le bureau statistique russe a dressé un portrait du russe moyen. Eh bien, leur âge moyen est de 41 ans. C'est comme ça. Ce qui a attiré mon attention, savez-vous ce que c'est? C'est leur taille. Il s'avère que la taille moyenne des hommes en Russie est de 1,62 et celle des femmes de 1,60. En même temps, l'homme moyen en Russie pèse 74 kg et les femmes 67 kg. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi sommes-nous en guerre contre des nains? Ça n'a aucun sens. Pourquoi 1,62 m? J'ai décidé de vérifier ce que disent les statistiques ukrainiennes à ce sujet. Comment est-ce en Ukraine? Tout va bien en Ukraine. La taille moyenne d'un homme en Ukraine est de 1,75 m et celle d'une femme est de 1,65 m. L'homme moyen pèse 80 kg. Tout à fait la taille des guerriers épiques ukrainiens. Mais ici, c'est 1,62 m. Comment se fait-il qu'en Russie, la taille moyenne soit de 1,62 m? Puis j'ai compris. Nous savons que toutes les statistiques en Russie mentent. Au profit de qui toutes les statistiques en Russie mentent-elles? Elles mentent pour plaire aux autorités, pour que les autorités soient satisfaites. Donc, les autorités disent oui, un peuple comme celui-ci nous convient. Par conséquent, Rosstat a décidé de représenter la taille moyenne des Russes en prenant Poutine comme modèle. Ainsi, Poutine, avec sa taille de 1,60 m, ne semble pas être un nain à côté de sa population et apparaît comme un petit Russe tout à fait moyen. Regardez, en moyenne, mes petits gens font 1,62 m. Mais ne me sous-estimez pas, moi aussi je fais 1,60 m. Même Medvedev, avec sa taille de 1,55 m, pourrait totalement passer pour une femme. 1,60 m est la taille moyenne d'une femme russe. Mon âme a enfin trouvé la paix. Ils mentent même sur des choses comme celle-ci. Même sur cela, ils mentent. Mais malheureusement pour lui, les murs se referment et mentir sur sa taille ne le sauvera pas de ce qui arrive. Parce qu'avec les États-Unis, l'UE vient d'annoncer un autre paquet de sanctions et il s'attaque à tout ce que Poutine utilisait, y compris ses toilettes. C'est le 19e paquet et il interdit les importations de gaz liquéfié vers les pays de l'UE. Il impose également une interdiction totale des services de crypto-monnaie pour les citoyens russes, plus de restrictions sur les voyages des diplomates russes, et en plus de cela, il inclut 117 navires de la flotte fantôme russe. Il s'attaque également aux banques au Kazakhstan et en Biélorussie ainsi qu'aux entreprises en Chine parce qu'elles aidaient les entreprises russes à contourner les sanctions. Maintenant, elles subissent le même sort. Tout cela est bien, mais voici un détail amusant. Ce détail n'est pas quelque chose que j'ai remarqué, c'est quelque chose que l'agence d'État russe TASS a elle-même relevé. L'Union européenne a également interdit la fourniture de toilettes, de bidets et d'autres équipements sanitaires à la Fédération de Russie. L'UE n'a fourni aucune justification pour cette interdiction. Et clairement, les Russes sont très en colère à ce sujet. Et après avoir regardé autour de moi, je pense avoir compris pourquoi ils sont si en colère. Vous voyez, en dehors de Moscou et de Saint-Pétersbourg, voilà à quoi ressemblent les toilettes russes. Bonjour à tous, je vais maintenant vous montrer notre maison de bain. Entrons. Voici la salle de lavage. Nous avons une petite maison de bain. Ici, vous pouvez aussi laver des choses. Vous pouvez aussi entrer depuis la rue et vous laver les mains. Il y a de l'eau ici. Tout est ici. Une table et une étagère. Vous pourriez même vivre dans cette maison de bain. Tout ce dont vous avez besoin est ici. Nous nous lavons ici. C'est là que l'eau va. C'est propre. J'ai nettoyé ici maintenant. C'est tellement propre ici. C'est pourquoi je pense que c'est une excellente maison de bain. Je l'ai tout assemblée de mes propres mains. Permettez-moi de rappeler à tout le monde, les 2/3 des Russes vivant en dehors des 2 grandes villes n'ont pas de plomberie intérieure. La Russie est vraiment le Nigeria avec des armes nucléaires. Avec des situations comme celle-ci, on pourrait penser que les universités russes enseigneraient aux étudiants quelque chose de précieux pour le pays et pour l'avenir. Eh bien, pas exactement.
À Moscou, l'une des grandes universités avait un cours intitulé « Comment contourner les sanctions de l'UE » lancé par un professeur plus tôt cette année. Eh bien, ce professeur est maintenant lui-même sanctionné par l'UE. Il est interdit de venir dans n'importe quel pays de l'UE et il ne peut avoir aucun type de transaction avec des entreprises européennes. Peut-être que le prochain cours sera sur la manière dont il a été personnellement sanctionné par l'UE. Pour un pays qui dépense autant d'argent en propagande, ils devraient vraiment parler à leurs professeurs, car lorsque des histoires comme celle-ci atteignent les médias internationaux, je parie que cela ne donne pas une bonne image de la Russie aux yeux du monde. Maintenant, en parlant de choses qui donnent une mauvaise image de la Russie, regardez le plan russe pour arrêter les drones qui détruisent leur industrie pétrolière. Ce plan utilise des ballons aérostatiques et les relie avec un filet spécial. Et ce système est censé entourer les usines ou les raffineries pour que les drones ne puissent pas entrer. Ça a l'air drôle, mais je ne les blâme pas, car ils doivent essayer quelque chose, non? On dirait que l'Ukraine détruit une raffinerie presque tous les jours. Et vous savez ce qu'on dit? Une raffinerie par jour éloigne Poutine. En fait, il y a 2 nuits, nous avons vu l'une des plus grandes raffineries de Russie être détruite. Mais celle-ci se trouvait à environ 1600 km de la frontière ukrainienne. C'est presque la Sibérie. Mais les drones ukrainiens l'ont quand même atteint. Voici les conséquences. Si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, ne vous inquiétez pas. Nous avons un résident russe très courtois qui vivait près de cette situation et qui a raconté toute l'histoire. C'est vraiment drôle. Alors, je vous demande de prêter attention. Eh bien, oui, dans ce nuage. Tout à l'heure, dans ce nuage, quelque chose. C'était comme ça, comme une explosion comme ça. Comme vous pouvez le voir, la Russie est pressée de tous les côtés. Les sanctions ukrainiennes, alias les frappes de drones, nuisent à sa capacité de raffinage. Elle ne peut donc pas utiliser son propre pétrole brut. Que faites-vous si vous ne pouvez pas utiliser le pétrole? Vous l'exportez. Eh bien, les sanctions américaines, les sanctions de l'UE et les sanctions britanniques nuisent à la capacité de la Russie à exporter. Cela signifie que Poutine commencera à ressentir la pression. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il arrêtera la guerre. Après tout, il n'a pas à s'inquiéter de savoir d'où viendra son prochain repas. Ce sont les Russes moyens qui souffriront le plus. Et c'est pourquoi les véritables ennemis de Poutine ne sont pas les Ukrainiens, ce n'est même pas l'OTAN, ce sont les Russes. Et si l'histoire russe est une preuve, les guerres s'arrêtent généralement après un changement de régime. Voilà tout ce que j'ai pour vous. Assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner ci-dessous.